De retour sur le plateau pour le 10e anniversaire des 24 heures chrono de l'International dans les locaux de TV5 Monde. Pendant ces 2 jours, vous pourrez nous retrouver bien évidemment sur hashtag 24H, 24 heures, 24H chrono TV. Vous pouvez bien évidemment nous suivre en direct sur TV5 Monde, sur le site et bien évidemment sur Mondissimo. Pour cette première ville, nous allons faire un saut au Vietnam, pour Ho Chi Minh Ville. Et bien évidemment, sur ce plateau, je reçois donc Maryse. Maryse, bonjour. Bonjour. Vincent Capa, bonjour. Bonjour. Pascal, qui sera notre historien, et Alain Pham, notre comptable, expert comptable. Bonjour. Et si la technique va parfaitement bien, ce qui est régulièrement le cas, nous avons Emmanuel Ly Batalan, donc, qui est consul général de France à Ho Chi Minh Ville. Monsieur le consul, bonjour. Bonjour. Eh bien voilà, c'est parfait, tout va bien. Bien écoutez, monsieur le consul, présentez-nous un peu la communauté française à Ho Chi Minh. Alors, la communauté française comporte environ tout le consulat estime que sans doute nous supplémentaires. Monsieur le consul, je suis désolé, je pense qu'on a un petit souci technique, donc on va résoudre ce problème et je reviens sur le plateau à l'instant pour présenter mes invités. Donc Maryse, vous avez eu une école sur place. Voilà. Donc, 18 ans de Vietnam pour créer une crèche et une école privée française à Ho Chi Minh. Donc qui commence de la crèche qui va jusqu'en primaire. Voilà, de la crèche jusqu'en primaire. Donc une grande expérience du Vietnam. Une longue expérience. Alors vous, Vincent, vous êtes aussi entrepreneur. Oui. Alors vous, dans un domaine totalement différent. L'informatique, je suis installé au Vietnam depuis les années 2000 et nous travaillons en développement informatique avec une équipe vietnamienne et étrangère basée à Ho Chi Minh Ville. D'accord. Et votre activité est plutôt internationale ou plutôt basée pour le Vietnam, ou vous développez pour la France ou pour l'international? Les deux, mais c'est essentiellement une activité internationale à vocation externe pour la France, pour l'Europe et puis pour États-Unis, Canada. Combien de collaborateurs? Une 60aine de collaborateurs. D'accord. Et puis, je vais prendre, et je finirai par notre historien. Donc, Alain, vous êtes expert comptable. Comme on peut s'en douter, vous êtes d'origine vietnamienne, vous êtes revenu parti en France, retourné au Vietnam, et maintenant vous êtes installé dans les deux, du coup. Oui. Un pied dans chaque pays. Je suis expert comptable, commissaire aux comptes, associé fondateur du cabinet AFP Expertise en France et au Vietnam depuis 2008. À ce titre-là, nous travaillons bien entendu en aval. Je reviens en amont, mais nous travaillons en aval pour accompagner notre clientèle. Pour le départ ou voilà. Pour le départ, pour les TPE, PME, filiales du groupe, et surtout également, de plus en plus, peut-être que nous revenons plus tard, sur les entrepreneurs français, j'appelle ça les EFE, entrepreneurs français de l'étranger, qui sont de plus en nombreux à tenter l'aventure. Dans le domaine de la comptabilité, la fiscalité et du conseil social. Très bien. Pascal Bourdeau, alors vous êtes l'universitaire du plateau. Je suis maître de conférence à l'école pratique d'autres études. J'ai passé les 3 dernières années en délégation à l'école française d'Extrême-Orient, qui a ouvert une représentation à Ho Chi Minh Ville. Et c'est dans ce cadre-là donc, que j'ai poursuivi des recherches que j'ai engagées depuis quelques années sur la culture, l'histoire, en particulier du Vietnam du Sud. Très bien. Nous nous retrouvons dans quelques instants après une première page de pub. Et entre-temps, juste après, nous essaierons de voir si notre connexion Skype fonctionne.
Sur le plateau pour Ho Chi Minh Ville, première ville des 24 heures chrono de l'international dans les locaux de TV5 Monde. Alors, on est en effet en train de parler d'Ho Chi Minh, mais aussi du Vietnam. Alors, Vincent, vous êtes arrivé il y a quelques années. Pourquoi le Vietnam ? Probablement au départ pour de mauvaises raisons, la curiosité, l'envie de partir à l'Est. Finalement, ce qui compte au Vietnam, c'est peut-être pourquoi on y reste. Cette rencontre avec un peuple exceptionnel et puis des capacités à faire qui sont aussi exceptionnelles. Alors, quand on dit des capacités à faire, ça veut dire un contexte économique, monsieur l'expert comptable, qui est assez favorable ? Oui, le Vietnam, depuis quelques années, fait partie de ce que certaines grandes institutions financières ou bancaires appellent les 11 prochains, qui sont appelés à devenir des puissances régionales de demain. À ce titre, le Vietnam présente quelques critères. D'abord, en termes de population, plus de 92 millions d'habitants. Vers l'an 2020, ce chiffre va atteindre 100 millions. Donc, ce qui veut dire que des besoins naturels plus importants dans tous les domaines. Une croissance endogène importante. Voilà. Deuxième point, le Vietnam, depuis l'entrée en 2007 à l'OMC, a signé un certain nombre d'accords. Donc, à ce titre-là, on peut signaler les accords avec l'Union européenne qui va être effectif en 2018, au même titre que l'accord, le TPP, accord partenariat transpacifique, qui va présenter un enjeu vital pour le pays. Et bien entendu, les entreprises françaises, les entrepreneurs français auront beaucoup d'opportunités. Auront leur place en opportunité. Vous réagissez en direct, Alain ? J'adhère complètement à ce qui a été dit. Donc, on est sur un pays qui a eu une véritable croissance et vous me dites que, vu les accords actuels, on va démultiplier. On a un effet démultiplicateur de ces événements. Assurément, et avec un pays aussi, sur ces 92 millions de gens, dont 70% de cette population a moins de 35 ans. Donc, c'est un pays en pleine effervescence. Qui a vu sortir et émerger ces classes moyennes, même s'il reste il reste très fortement rural. C'est un pays qui devient une des puissances qui compte régionalement. Pour compléter ce propos, on va aller écouter Guillaume Crouzet, donc, qui est directeur général de la CCI France-Vietnam, que vous connaissez tous sur ce plateau. Donc Guillaume Crouzet va nous parler des secteurs porteurs. Alors, en termes de secteur porteur, forcément, le Vietnam est un pays émergent, donc des énormes besoins en termes d'infrastructures, d'énergie. Le secteur environnement aussi est très intéressant. En tout cas, il y a des énormes besoins actuellement. Sur les infrastructures, il y a beaucoup de projets, des projets dans le domaine des métros, des projets aussi de développement d'un nouvel aéroport international à Ho Chi Minh Ville, des projets d'infrastructures routières. Donc, vraiment des opportunités intéressantes dans ces domaines, même si ces projets sont souvent captés par les entreprises asiatiques et que c'est plutôt les grosses entreprises qui peuvent se positionner sur ce type de secteur. Pour ce qui est des PME, il y a toujours des niches de marché. Le secteur agroalimentaire est un secteur toujours intéressant pour le Vietnam, parce qu'il y a une classe moyenne qui se développe et des habitudes de consommation qui évoluent très rapidement. Mais je voulais aussi signaler que le secteur IT, donc le secteur tout ce qui est technologie de l'information, est en plein boom actuellement au Vietnam. Et on voit beaucoup d'entrepreneurs français qui arrivent sur le Vietnam pour développer leur activité dans ce domaine-là, que ce soit des applications mobiles, que ce soit dans l'Internet, que ce soit dans le e-commerce. Les opportunités ne manquent pas. Et le Vietnam a une population très jeune, très connectée, donc qui offre des opportunités très intéressantes dans ce domaine. Alors, Vincent, vous avez une réaction suite à l'intervention de Guillaume Crouzet sur les secteurs porteurs, vous qui êtes dans l'informatique ? Je partage tout à fait l'analyse que présente Guillaume. Le pays propose 90 000 nouveaux étudiants gradués d'université à niveau ingénieur en informatique. On a vu l'émergence de la French Tech Vietnam avec énormément de jeunes entrepreneurs, avec des projets à taille humaine. Que ce soit dans l'e-commerce, les applications mobiles, le service à la personne. Donc je dirais que oui, le secteur informatique, digital, me paraît être un des plus intéressants au Vietnam. Oui, et très porteur. Alors justement, Alain, sur la partie, vous qui avez peut-être une vision plus globale des différentes PME françaises, quels sont un peu les secteurs sur lesquels vous conseilleriez les Français, les entrepreneurs français d'aller au Vietnam ? Pour rejoindre ce que dit Vincent,
par rapport à ce que nous voyons, le secteur des TIC, des techniques d'information et de communication, représente un avenir plutôt radieux, puisque c'est une croissance, en 2015, par exemple, la croissance de... Pays en croissance, pays jeune, forcément... effectivement, population jeune, connectée, les besoins sont très importants. Et là où c'est intéressant pour les entrepreneurs français, c'est que dans le domaine de l'informatique, du numérique, de l'e-commerce, du web marketing, sont des domaines à valeur ajoutée, là où les entrepreneurs français peuvent apporter un savoir-faire et que le Vietnam est preneur. Maryse, vous avez investi dans un domaine totalement différent qui est l'éducation. Oui. Vous me disiez tout à l'heure que ce domaine est quand même extrêmement et rigoureusement encadré. Bien entendu. L'éducation est bien contrôlée par les services, les autorités vietnamiennes. Il y a des démarches pour avoir des autorisations qui sont longues, qui sont quelquefois usantes, mais qui aboutissent au bout du compte. On demande pour qu'une école privée puisse fonctionner, qu'elle puisse avoir une licence d'investissement étrangère. C'est de cette seule façon qu'elle va pouvoir recevoir des enfants étrangers. On voit des écoles fleurir. Il y a une spécificité avec justement la partie faire de l'éducation pour les étrangers. Donc ça demande une législation spécifique. Spécifique. Après, on a la possibilité aussi d'accueillir des enfants qui sont vietnamiens. Je le prends dans quelques secondes. Voilà. Très bien. Alors, j'apprends à l'instant même qu'on a Monsieur le Consul au téléphone. Donc, Monsieur le Consul, bonjour. Je pense qu'on va mieux vous entendre, même si on n'aura pas votre image. Alors, la communauté française à Ho Chi Minh Ville. Alors, bonjour à nouveau et désolé pour la contrainte technique. La communauté française à Ho Chi Minh Ville a plusieurs caractéristiques. Elle est d'abord assez nombreuse, puisqu'on a environ 6 personnes inscrites. C'est-à-dire ça nous place à peu près au même niveau que Pékin. Elle est dynamique, puisque depuis plusieurs années, elle croît de 5 à 7% par an. Et puis elle est d'une grande diversité, puisqu'on a à la fois des expatriés très classiques qui représentent des grands groupes. Oui. Je ne vous entends pas bien du tout et du coup la communication est de très mauvaise qualité. Je suis désolé. Je reviens sur ce plateau. Donc Monsieur le Consul nous disait une communauté française fort dynamique, jeune, mais qui correspond en fait à ce pays. Alors ce que je vous propose, c'est d'aller voir justement Marc Villard, membre de l'AFE, qui va nous parler de la main-d'œuvre et de son turnover. Il est peut-être un peu compliqué de trouver ce qu'on appelle du cadre moyen, du cadre de maîtrise. Et il y a effectivement un grand turnover à partir du moment où les Vietnamiens trouvent une opportunité de salaire un peu supérieur, ils sont prêts à vous lâcher et ils sont très souvent sur les sites d'offres d'emploi à la recherche d'une opportunité. Merci, Monsieur Marc Villard. Donc, ça confirme ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a une bonne formation de base, des gens bien formés, des gens qui sont capables d'intégrer directement nos entreprises. Oui, je pense que d'ailleurs, pour rebondir sur ce que disait Marc Villard, le turnover est de manière, suivant les secteurs, est assez inégal. Pour celui que je connais, informatique, il me semble être relativement élevé, mais c'est une faiblesse qui est contrôlable, qui est manageable par les différents entrepreneurs, en intéressant les Vietnamiens, non pas par l'argent, mais aux missions et à l'intérêt de ce qu'ils font. Donc, si on revient, parce qu'on parle de turnover important, mais un chiffre, simplement, pour qu'on ait une vision probablement précise. Entre 20 et 30% de turnover dans les entreprises, peut-être plus dans les secteurs de production, mais dans l'informatique, autour de 15 à 20%. Et dans votre entreprise particulièrement, vous me disiez, on a réussi à réduire ça assez fortement. Oui, on essaie d'y travailler en intéressant justement nos employés à la tâche et pas simplement par le vecteur salaire. C'est un intéressement au contenu. C'est une vraie motivation managériale. C'est exact. Un propos face aux autres secteurs d'activité Oui, si on compare le secteur des services par rapport au secteur de la restauration ou manufacturier, effectivement, il y a un turnover relativement conséquent, notamment dans la restauration. Mais si on revient sur le secteur des services, et plus précisément le secteur informatique, avec une bonne formation, une bonne dose de management,
Je pense que le turnover, d'après mon expérience... Si on veut réussir avec des collaborateurs vietnamiens, il faut les manager. Presque. On reparlera d'interculturel tout à l'heure. Mais alors, on va aller voir Delphine Martin. Donc, Delphine Martin est consultante senior chez Carl Wade Avocat. Donc, qui va nous parler de la politique des visas au Vietnam. Alors, depuis le 1er janvier 2015, la nouvelle loi sur l'entrée, la sortie, le transit et la résidence des étrangers au Vietnam est entrée en vigueur, introduisant un nouveau système de visa vietnamien. Il existe à présent plus de 20 catégories de visas, couvrant plusieurs profils allant du visa de tourisme, visa d'investisseur, en passant par le visa de travail. Alors, quels sont les critères et la procédure applicable au visa de travail ? Un étranger qui vient au Vietnam pour travailler devra obtenir un permis de travail avant d'arriver sur le territoire vietnamien et avant de se voir délivrer un visa de travail. Toutefois, certaines personnes peuvent obtenir une exemption d'autorisation de travail. On peut citer notamment les propriétaires et actionnaires des sociétés à responsabilité limitée, les membres du conseil de surveillance des sociétés par action, ou les personnes qui viennent au Vietnam pour proposer leurs services pour des périodes de moins de 3 mois. Encore, les représentants des ONG ou organisations internationales. Cette demande est à déposer auprès de la direction locale du travail, des invalides et des affaires sociales, qu'on appelle plus régulièrement le DELISA, le Department of Labor, Invalids and Social Affairs. Un délai de traitement est d'environ 3 à 5 jours. Cette exemption de permis de travail permet ensuite d'obtenir un visa d'affaires, dit visa DN, auprès des autorités consulaires vietnamiennes de Paris. Alors, le visa de travail nécessite l'obtention préalable d'un permis de travail. Il n'existe qu'une seule catégorie de permis de travail, mais le type de document à fournir diffère en fonction de la situation. Transfert intragroupe, travail salarié, avec contrat local, mission dans le cadre d'un contrat de prestation de services international. La demande de visa doit être sponsorisée par une entreprise enregistrée au Vietnam. Afin de bénéficier d'un permis de travail en tant qu'expatrié, celui-ci doit avoir un profil de manager, cadre, expert ou technicien qualifié titulaire d'un diplôme de niveau Bac+3 ou d'une expérience professionnelle de plus de 5 années sur un poste similaire. Le permis de travail est accordé pour la durée de la mission ou du contrat de travail dans la limite de 2 ans. Le permis n'est pas renouvelable, mais après 2 ans, une nouvelle demande de permis de travail peut être déposée. La demande de permis de travail se dépose auprès de la même direction locale du travail des invalides et des affaires sociales citée précédemment, le DELISA, compétente sur le lieu de travail de l'employeur ou société d'accueil. La durée de traitement de ce type de visa peut varier de 1 à 3 mois, donc il est fortement conseillé d'anticiper. Une fois accordé, le demandeur de visa se présente auprès des autorités consulaires vietnamiennes de Paris pour obtenir un visa de travail. Ce visa est valable pour une durée d'1 à 2 années. Une fois arrivé au Vietnam, si le permis de travail est d'une durée supérieure à 1 an, le travailleur étranger peut déposer une demande de permis de séjour temporaire pour les travailleurs, donc la catégorie LD, valable 2 ans. Merci Delphine de cet éclairage extrêmement précis. Alors justement, Alain, un complément. Alors vous qui faites, je dirais, comme on dirait avec les Suisses, le pendulaire entre le Vietnam et la France. C'est un grand pendulaire. Comment vous voyez justement cette notion de visa ? Pour ajouter à ce qu'il dit Mme Martin, deux choses. La première chose, c'est que depuis 2015, quand on arrive sur place avec un visa, par exemple de touriste, et si pour des raisons X ou Y, on veut transformer en visa de travail, ce n'est plus possible. Donc là, c'est une contrainte. Il y a un vrai changement entre ce qui se passait avant et ce qui se passe depuis. Donc il faut bien se déterminer bien avant, bien sûr, toujours en amont. Première chose. Et deuxième chose importante, c'est que dans le cadre des visas de travail ou de business, d'investisseurs, il faut bien préparer en amont des documents préparatoires qui doivent être traduits sur le fond, sur la forme, notarisés. Donc, ça nécessite une préparation en amont. Une préparation, un accompagnement. Tout à fait. Vincent, un complément sur cette vision Peut-être sur l'approche pour l'arrivée en tant que touriste. Les 15 premiers jours, maintenant, sont exempts de visa. Je pense que c'est une procédure qui est assez intéressante. C'était un frein, probablement, au tourisme au Vietnam. Et c'est quelque chose qui est levé depuis peu de temps. Ça présente beaucoup d'intérêt. Il y a une spécificité sur les visas de recherche.
Donc dans le domaine de la recherche, c'est exactement la même chose. Il faut rentrer dès le départ sur un projet de coopération. On ne part pas pour faire de la recherche avec un visa touriste. Il faut préparer aussi en amont son travail de recherche, travailler la coopération en particulier avec l'université et partir donc avec un visa de recherche bien cadré dans un domaine de recherche. Très bien. Merci. Et désormais, une petite page de publicité. La CFE, votre sécurité sociale jusqu'au bout du monde. De retour sur ce plateau, et pour évoquer, on ne peut pas évoquer ni le Vietnam ni Ho Chi Minh Ville sans son histoire. Donc Pascal, et je ne me suis pas trompé, Pascal, un point un peu historique, parce que c'est quand même important, nous avons une histoire forte avec ce pays. Donc la ville que l'on connaît aujourd'hui depuis 1975 sous le titre d'Ho Chi Minh Ville était précédemment Saigon, donc une ville qui a une forte résonance pour nous Français du fait de cette histoire coloniale. De façon très schématique, la ville de Saigon a été créée il y a 3 siècles. On a célébré en 1998 donc son tricentenaire, qui prouve le développement de cette ville et du fait de la venue de Vietnamiens descendus du nord et du centre Vietnam. Précédemment, cette ville s'appelait Prénocor, une ville à résonance cambodgienne, puisqu'on est dans l'espace khmer. Ce qui fait que cette ville a une histoire finalement plus longue que l'on ne le pense, et que pour nous, Français, et certains d'entre nous sont ici présents sur le plateau pour le prouver, ont une affinité particulière qui procède de cette histoire coloniale, qui se prolonge ensuite avec les tragédies, bien sûr, de la guerre, la guerre du Vietnam. Depuis 1975, on est sur un renouveau vraiment de cette ville et de ses relations françaises qui est évident. Donc il y a un départ quand même d'une diaspora vietnamienne. Donc Saigon a une résonance aussi bien sûr pour les Français, mais du fait de cette diaspora que l'on trouve en France mais aussi aux États-Unis de façon très très importante, cette ville est très connectée finalement au monde entier. C'est une ville qui est très cosmopolite depuis les origines, puisque outre la présence vietnamienne bien sûr, on a des présences de communautés étrangères. Dans le temps ancien, c'était un espace qui était aussi pratiqué par des Siamois, par des Malais. On est vraiment au cœur de l'Asie du Sud-Est. Et simplement, aujourd'hui, si on projette un peu cette ville dans le Vietnam en général, si on fait une petite comparaison justement avec Hanoï ou avec d'autres villes de la région, comment vous voyez les choses ? Je vous donnerai mon point de vue très personnel. Pour moi, c'est un laboratoire où, pour les personnes qui sont vraiment attirées par cette ville et qui y vivent au quotidien, peuvent percevoir les différentes couches historiques et même les différents modes de vie. Ouais. Parce que cette ville donc, a été vraiment créé à l'époque coloniale, mais on a une succession de migrations, de modes de vie qui fait que Saigon est réellement ce qu'on appelle une ville où tout se mélange et on peut vivre de différentes manières. La cuisine est très représentative aussi de ce Vietnam puisqu'on trouve tout. Alors, on ne peut pas parler de l'histoire du Vietnam sans revenir vers Alain. Alors, votre histoire personnelle est forcément liée avec les derniers événements depuis 1975. Donc, vous êtes arrivé en France
France, bien malheureusement à cause de la guerre du Vietnam. Vous êtes reparti. Racontez-nous un peu comment les Vietnamiens français ou les Franco-Vietnamiens vivent la chose et comment ça se passe. En fait, d'abord, il y a des liens inextricables entre la France et le Vietnam qui remontent à des siècles. Mon histoire, mon parcours personnel, c'est une histoire douloureuse, comme des millions de familles. Mais je pense que la page, elle est tournée. Aujourd'hui, entre la France et le Vietnam, je pense qu'il y a une diaspora vietnamienne en France de l'ordre de 400 000. On doit être au 3e rang, derrière les États-Unis et éventuellement l'Australie. Donc il y a une présence importante. Mon retour au Vietnam est dicté parce que peut-être c'est le retour... un besoin de racines, comme un besoin de racines de mes ancêtres. Et puis en même temps, c'est le bon compromis par rapport à votre approche professionnelle. Voilà. Et puis parler la langue, avoir la chance de pouvoir vivre dans 2 cultures de manière complémentaire, travailler sur 2 continents constitue des atouts importants. Une vraie force. Pour nos équipes et surtout pour notre clientèle, bien entendu. Très très bien, oui. Alors, on va aller voir Michel Scour. Alors, Michel Scour, que diriez-vous de la qualité de vie à Ho Chi Minh Ville? Et juste après cette intervention de Michel Scour, on a de nouveau notre consul en ligne. Pour moi, Saigon reste une ville extraordinaire à vivre. Je vous invite à lire le livre de Didier Leras qui date de 1997, dont le titre est « Saigon, le chantier des utopies », dans lequel il écrit, je cite, « Saigon n'est guère une ville qui s'explique, s'analyse et se laisse prévoir. Tout au plus, elle se vit, se respire, s'appréhende et se regarde. » Saigon est comme le pays fait de contrastes, du plus beau au plus laid, où on trouve à la fois des tours ultramodernes et des bidonvilles, du plus riche au plus pauvre, où on voit certains rouler dans de luxueuses berlines, et juste à côté, dans le caniveau, un handicapé couché sur une planche à roulettes qui avance péniblement sans mettre dans la matinée, du centre commercial luxueux aseptisé à la boutique de 4 mètres carrés, où s'entassent toutes sortes de produits en défiant les règles de l'équilibre. Pour mieux la comprendre, il suffit de vous poser à une terrasse de café qui donne sur la rue, et de regarder cette pièce de théâtre permanente qui ne s'arrête jamais de jouer. De retour sur le plateau, alors quelques réactions rapidement, c'est assez imagé, mais c'est assez juste. Oui, je souscris tout à fait à ce qui est dit. On va prendre Monsieur le Consul, j'espère que ça fonctionne et je prends tout mon temps pour vous, Monsieur le Consul, je vous écoute. Bien, écoutez, merci et je salue tous vos invités dont certains sont des amis et que je connais bien. Donc, merci. Je vous disais tout à l'heure, c'est une communauté importante, environ 6 000 personnes enregistrées, sans doute 2 à 3 000 supplémentaires, en croissance, plutôt jeune puisque 30% de notre communauté a moins de 18 ans, une communauté d'une grande diversité. Donc, à la fin en est un exemple d'une fraction de la communauté de Français d'origine vietnamienne qui reviennent au Vietnam. On a également des Français qui représentent des sociétés françaises, j'allais dire comme des expatriés classiques. On a des Français qui sont installés à l'image de Marc Villard, par exemple, depuis longtemps au Vietnam et qui ont bien réussi au Vietnam. Et puis enfin, on a des Français, des jeunes Français qui viennent, dont certains sont d'origine vietnamienne, mais pas tous, qui tentent leur chance et qui ont du talent, pour certains, qui réussissent très bien. Monsieur le Consul, vous auriez quelques conseils pratiques pour justement un jeune ou moins jeune peut-être qui aurait l'intention de partir pour raison professionnelle au Vietnam? Oh, des conseils de bon sens, j'en ai bien peur. Il faut bien préparer son projet. Le Vietnam est un pays en fort développement dont la structure économique se complexifie. Ce qui aboutit à ce qu'aujourd'hui, il y a des lois sur l'immigration beaucoup plus perfectionnées qu'auparavant, si je puis dire. Donc, on ne peut pas venir simplement avec un visa de tourisme et se dire « je vais travailler ». On peut venir explorer avec un visa de tourisme, mais après, il faut respecter soigneusement les lois vietnamiennes. La loi sur l'immigration et les visas a changé le 1er janvier 2015. Et donc, ça implique de respecter un certain nombre de procédures. Pour le reste, les cadres, je finis brièvement. Les jeunes obtiennent souvent des postes de cadre de plus haut niveau avec plus de responsabilités quand ils sont expatriés, notamment au Ho Chi Minh Ville.
Très bien. Merci, monsieur le consul. Un point particulier que vous auriez voulu évoquer ? Oui, peut-être deux légers points, mais qui sont liés sur les conditions de sécurité à Ho Chi Minh Ville et sur conduire au Vietnam. Alors, les conditions de sécurité sont plutôt bonnes. Le risque terroriste est proche de zéro. C'est quand même l'un des rares pays au monde. En revanche, il y a souvent des vols à l'arraché dans les lieux touristiques. Pendant un certain nombre d'années, les autorités n'y ont pas prêté assez attention et maintenant elles commencent à y prêter attention. On a malheureusement pas mal de Français qui viennent nous voir en ayant perdu leur argent et leur passeport. C'est pas toujours facile. Et on a un peu de cambriolage par ailleurs, mais sinon, les conditions sont bonnes. Et enfin, conduire au Vietnam, c'est un peu chaotique. Et je le déconseillerais formellement à des Français de passage. Après, quand on est sur place, on s'habitue, on comprend la logique et on peut conduire. Et on peut conduire avec son permis international avec le permis français. Très bien. Merci, monsieur le consul. La communication était parfaite. On a tout compris. Tout le monde était très heureux de vous avoir en ligne. Alors, nous allons justement reparler quelques instants de sécurité avec Florent Chaudemanche, qui est un Français résident à Ho Chi Minh Ville. La sécurité, eh bien, c'est très simple. La sécurité, c'est comme dans toutes les villes du monde entier. Il y a des pickpockets, il ne faut pas se leurrer. Il y a du vandalisme, mais par rapport à toutes les villes du monde qu'on puisse connaître, eh bien, on peut dire qu'on est vraiment en sécurité à Ho Chi Minh City. C'est vraiment une ville agréable. Je sais que mon épouse n'hésite pas à aller seule en ville, même tard le soir. Alors après, évidemment, on entend souvent parler de petits problèmes, de faits divers, évidemment, mais c'est jamais bien pire qu'ailleurs. Au contraire, je dirais même qu'on est vraiment en sécurité ici. De retour sur ce plateau, alors Maryse, vous qui vivez depuis fort longtemps à Ho Chi Minh Ville, un point particulier sur la sécurité et la circulation, comme pour compléter ce que disait notre consul. Voilà. Sur la sécurité, moi je peux témoigner en tant que femme qui a vécu au Vietnam. Je n'ai jamais rencontré de problème. Oui, quelquefois quelques petits vols à l'arraché, mais je dois constater que c'est de moins en moins, la police étant assez présente et donc on est en tant que femme, en toute sécurité. Et ça permet à des personnes françaises, des femmes, de pouvoir venir s'expatrier seules au Vietnam. Sans aucun problème. Sans aucun problème. Vincent, vous êtes totalement en phase avec ça. Totalement d'accord, en effet, oui. Alors justement, on a touché deux mots de circulation, ça a l'air un peu complexe quand même. Maryse, vous circulez à Ho Chi Minh Ville, vous ? Je circule à Ho Chi Minh, mais je ne conduis pas, j'utilise les taxis, mais quand je me déplace en moto, puisque effectivement, à tout moment, on est obligé de se déplacer à tout moment, ben, je me fais accompagner et c'est assez... la circulation est dense, il faut comprendre les codes de circulation et puis lorsque on circule doucement, ben, en principe, il n'y a pas de... En principe, ça va bien. Vincent, pas plus de ce problème que ça. Non, je conduis au Vietnam, moto et voiture, mais un peu comme disait monsieur le consul, c'est chaotique, mais c'est relativement organisé. Mais ça va. Vous ne conduisez pas quand vous revenez en France, rassurez-moi. Très peu. Très peu. Manifestement, ça a l'air d'être un peu compliqué. On va aller justement interroger pour circuler justement sur la vie quotidienne. On va aller interroger Smart Expatriation sur le coût du logement. Si vous vous déplacez de Paris à Ho Chi Minh Ville, vous aurez une augmentation du coût de la vie sur place de 7%. Bonne surprise, vous pourrez trouver des logements moins chers qu'à Paris. Comptez environ 700 € par mois pour un 2 pièces. Sachez aussi que la fiscalité et les cotisations sociales sont moins lourdes qu'en France. Au final, si vous êtes célibataire et que vous gagnez 50 000 € bruts à Paris, il vous faudra 40 500 € bruts à Ho Chi Minh Ville pour maintenir le même niveau de vie. De retour sur le plateau, alors on a parlé logement, on a parlé circulation, on a parlé de beaucoup de choses. Il y a un point qu'on n'a pas encore évoqué ou effleuré plutôt sur la partie interculturelle. Alors justement, Pascal, une vision entre les aspects culturels, sans faire l'histoire du bouddhisme. Je repartirai sur la circulation pour montrer en quoi bien comprendre la circulation permet de comprendre en fait le fonctionnement de la société.
c'est un étranger qui arrive peut être dérouté par la circulation, par la densité, la difficulté de traverser une rue, de voir qu'il ne comprend pas les codes. Mais justement, quand on commence à réfléchir à ça, on comprend qu'il y a des logiques. Et lorsqu'on commence soi-même à s'adapter à cette fluidité, on arrive très facilement à circuler. Et je pense que circuler en ville, c'est aussi circuler en vie et dans sa propre vie quotidienne, bien comprendre ces codes sociaux et culturels, également politiques et juridiques, permet une très forte adaptation. Et juste dernier mot, parler d'interculturalité, c'est pour toute expérience d'expatriation, c'est dans un premier temps regarder vers soi et s'adapter soi-même à l'environnement que l'on ne connaît pas. Vincent, dans le monde des affaires, qu'est-ce qui vous a le plus interpellé sur la notion d'interculturel, justement ? Probablement l'incapacité au départ de communiquer en direct, en tout cas, avec nos collaborateurs. Il y a un temps de latence entre le moment où existe un problème et le moment où on peut éventuellement apporter une solution. Et de manière générale, je retrouve totalement les propos de Pascal. Il est important pour l'entrepreneur, pour le dirigeant, d'abord de s'adapter à ses équipes et à son environnement de travail afin de mieux comprendre. Oui, Pascal. Un aspect, je pense, qui est très important et assez particulier dans le cas du Vietnam, c'est l'acquisition de la langue, la capacité de parler ou pas vietnamien. Il faut avouer que c'est une langue quand même assez difficile. Les Vietnamiens parlent de plus en plus les langues étrangères. Alors, il reste un vieux fond français, disons, mais les expatriés seront peut-être déçus du niveau de francophonie du Vietnam. C'est la situation aujourd'hui. Concernant le vietnamien, il est toujours très bien vu pour des étrangers de faire l'effort de parler vietnamien, même si ce n'est que quelques mots. On est déjà dans cette démarche d'empathie et de rapprochement culturel. Alors, pour vous, Alain, en quelques secondes, ça a été un peu plus simple quand même. Oui, c'est plus simple. Mais pour rajouter, par rapport à ce qu'a dit Pascal et Vincent, le vietnamien a une appétence d'aller vers les autres, vers l'autre, vers l'international. Donc c'est quand même une faculté, une facilité pour que... Une grande force. Pour que nous, les Français, on s'intègre dans la société. Le dernier point que nous n'avons pas encore évoqué sur la vie quotidienne, c'est bien évidemment l'éducation. Nous allons interroger Véronique Ron, qui est la patronne du lycée français d'Ho Chi Minh Ville. Et ensuite, nous reviendrons pour faire un point éducation avec Maryse. Je suis Véronique Ron et je vous souhaite la bienvenue au lycée français international Marguerite Duras d'Ho Chi Minh Ville au Vietnam. Le lycée français international Marguerite Duras fait partie du réseau de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. Notre effectif à cette rentrée est de 1036 élèves et le lycée est implanté dans le 9e district au nord-est d'Ho Chi Minh. C'est un district qui est pour l'instant un peu excentré, mais qui sera à partir de 2018 relié au centre-ville par le nouveau métro qui est en train d'être construit. Nos effectifs sont en constante progression depuis 5 ans, puisque nous sommes passés de 600 à 1000 élèves. Nos élèves sont majoritairement français, issus de couples mixtes franco-vietnamiens. Les étrangers qui nous confient leurs enfants viennent chercher dans le système scolaire français des valeurs qui nous sont chères et que nous défendons au quotidien, à savoir la culture, l'ouverture, la tolérance, l'humanisme et la liberté d'expression. En ce qui concerne les vacances scolaires, nous suivons dans ces grandes lignes le rythme du calendrier français, avec toutefois quelques aménagements pour tenir compte des fêtes locales. En particulier, nous célébrons au mois de septembre la réunification du Vietnam et plus tard, en février, la fête du Tet, qui est le nouvel an vietnamien. Pour l'apprentissage des langues vivantes, comme dans tous les établissements du réseau de l'AEFE, nous pratiquons une politique extrêmement volontariste puisque notre population scolaire a un profil très particulier. Nos élèves, de par leurs origines familiales et leur parcours personnel qui les amènent à vivre dans différents pays, sont dès leur plus jeune âge, pour la plupart d'entre eux bilingues, voire même trilingues. Donc nous nous devons d'accompagner cet aspect de leur développement et de leur culture personnelle en mettant bien sûr l'accent sur les langues vivantes dès leur plus jeune âge et dès la maternelle avec bien sûr du vietnamien mais également de l'anglais renforcé à l'école primaire, une section internationale britannique au collège, du vietnamien dans toutes les classes du second degré et le chinois à partir de la classe de seconde.
Il faut savoir que l'enseignement français est payant à l'étranger. Au lycée Marguerite Duras d'Ho Chi Minh Ville, ses frais de scolarité varient entre 4 000 et 7 000 euros par an en fonction de l'âge et de la nationalité des élèves. Merci beaucoup Véronique Ron. Alors ici on avait les réactions en direct à un très très beau lycée français à Ho Chi Minh Ville qui manifestement est bien rempli, mais nous avons aussi des écoles privées sur place. Alors racontez-nous un peu en quelques instants et puis après on présentera ce fameux livre. Maryse. Notre école qui s'appelle École d'Antonia est une école bilingue privée qui existe depuis, qui s'est montée en 98. Donc elle a une longue expérience. Nous sommes la première école à s'installer dans le quartier de Taodian, qui est le quartier des expatriés. Vous allez donc de la crèche jusqu'à la primaire. Voilà. Et pour les étrangers résidant à Ho Chi Minh. Alors, cette crèche et école est ouverte à tout public, bien entendu. Notre licence nous permet de recevoir des enfants étrangers, mais aussi des enfants vietnamiens. Les familles vietnamiennes sont de plus en plus intéressées par l'éducation à la française. Nos valeurs sont les mêmes que celles qui sont dites par Madame Ron, la proviseure du lycée français. Nous partageons les mêmes valeurs, nous les donnons. Nous venons en complémentarité de cet enseignement dans une école qui est gigantesque. Notre différence, c'est d'avoir une petite structure avec un minimum d'enfants et de dispenser une pédagogie. Et vous avez justement développé ce que vous avez appelé la pédagogie du sens. Voilà, donc Nathalie Alcaraz-Will, qui est l'auteur de ce livre, qui est restée 11 ans au Vietnam, a utilisé son expérience dans notre école comme un laboratoire de recherche au vu des retards de langage qui pouvaient se produire chez les enfants, même franco-français. Et donc, elle a mis en place cette pédagogie, qui est une pédagogie alternative et différenciée, qui s'adapte à chaque enfant. Pour cela, ça nécessite des classes de 14 élèves. Donc, notre école est à taille humaine. Donc, vous avez géré une innovation pédagogique au Vietnam que vous internationalisez maintenant. Oui, enfin, que Nathalie internationalise. Oui, parce que maintenant, cette école existe aussi à Montpellier, où elle grandit de la même manière qu'au Vietnam, c'est-à-dire année par année. Et donc, maintenant, cette pédagogie... Comme quoi, pour un chef d'entreprise, innover au Vietnam peut nous permettre de rentrer plus fort en France. Tout à fait. Je pense que le Vietnam n'aurait pas été le berceau de la pédagogie, on n'aurait pas pu en être là aujourd'hui. Merci beaucoup Maryse, ce sera notre mot de conclusion. Merci Vincent de votre présence. Merci Pascal, je fais attention de ne pas me tromper. Merci Alain, bon retour à vous tous au Vietnam. Et pour notre part, nous nous retrouvons dans quelques instants pour Shanghai.